Chapitre 13. Prisonnier des glaces. Angèle l'Indien blanc de François Place. Et merci, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de mettre vos commentaires. Alors, chapitre 13. Prisonnier des glaces. À bord du Neptune. Un vaisseau est un garde-temps. Toutes les demi-heures, dans la timonerie, on retourne le sablier. L'ampoule pleine bascule au-dessus de l'ampoule vide, qui passe au-dessus dans le même mouvement de rotation. Le sable tombe aussitôt et recompte grain à grain le temps qui s'écoule. Au bout d'une demi-heure, le plein et le vide sont inversés. Il faut recommencer, car ce temps-là ne doit jamais s'arrêter. Peu importe si le vaisseau s'envole sous les alizés ou s'éreinte à traverser les tempêtes, il emporte avec lui ce temps de sable impavide. Un temps détaché de la course des étoiles et du soleil. Quand le sablier s'est 8 fois retourné, on sonne à la cloche, le quart qui attribue les périodes de travail et de repos à l'équipage. Le Bosco avait déjà vécu des milliers de ces heures de sablier, des millions de grains de sable indifférents aux routes des vents et des courants. Aucun n'était passé comme ces grains de temps qu'il avait fallu vivre là-bas dans le brouillard, derrière la porte de pierre. Ceux-là avaient compté un double ou triple, c'étaient plutôt des grains de plomb qu'il avait fait blanchir et craindre et douter. Chacun de ces instants lui avait pris quelque chose, et son humour en était devenu plus froid et plus noir. Cependant, en rejoignant son hamac, il bénit ce même sablier qui lui accordait enfin 4 heures d'un sommeil mérité. Quand il reprit son quart, le vaisseau marchait bon train, sous un franc soleil. Il avait couvert 60 lieues d'une traite, toujours porté par la brise et le courant. Quelques icebergs dérivaient à la bonne distance, et au crépuscule, on les vit se teinter d'un rose éclatant. Pendant la nuit, il réfléchissait si bien à la clarté de la lune qu'il ressemblait à des morceaux de l'astre tombés en pleine mer. Le lendemain, le vent forcit et tourna à l'est, il fallut réduire la voilure. Les icebergs se firent plus nombreux et donc plus menaçants. Chacun de ces îlots éclatants de blancheur pouvait poignarder le Neptune et le couler par le fond. Les gabiers postés dans les hunes se tuaient les yeux à scruter l'horizon, étincelant. À 10 heures, on cria « Terre en vue, à tribord !» Le commandant se porta à l'avant du vaisseau. La terre en question présentait un profil en fer, à cheval, avec 2 lignes de crête encadrant un glacier. Elle semblait s'étendre très loin vers le sud-ouest. Ce pouvait être une île ou un prolongement de la terre antarctique qu'on venait de quitter. Quoi qu'il en soit, la route à prendre devait en doubler la pointe nord, et le commandant fit mettre le cap dessus. Vers 4 heures de l'après-midi, le Neptune s'en était suffisamment approché pour voir qu'il ne restait plus qu'une mince bande d'eau libre dans le lit du vent pour doubler la pointe de la côte. La nuit fut claire mais périlleuse, car le vent fraîchit encore, et l'on eut toutes les peines du monde à réduire les voiles qui se raidissaient comme de la tôle. Au matin, le Neptune jeta l'ancre dans une anse caillouteuse où vivaient des milliers de phoques de l'espèce mangeurs de crabes. Accompagné du Bosco, de Cigognier, de Chauvry et de Claude Voiturin, le commandant débarqua. Les 4 hommes gravirent un escarpement plongé dans l'ombre qui s'élevait à 1200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ce qu'ils découvrirent acheva de leur faire perdre leur fausse espérance. En avant de la pointe, l'océan n'était plus qu'un champ de glace, à peine traversé par ce filet d'eau qui longeait la côte. Dans la direction opposée, c'est-à-dire loin vers le sud, la terre allait se perdre sous un épais matelas de nuages miroitant au soleil. C'était donc bien une péninsule. Au-dessus de cette brume, cuirassée de neige, s'étageait une dizaine de sommets. On ne pouvait manquer de distinguer le plus haut d'entre eux, un volcan dont le panache s'élevait fièrement comme la fumée d'un calumet en plein ciel. Les 2 savants profitèrent de la visibilité pour effectuer des relevés de la côte. Le Bosco redescendit avec le commandant qui le chargea une fois sur la plage, de chercher un lieu pour établir un camp de base. Le Bosco s'éloigna avec le maître charpentier et revint moins d'1 heure plus tard. Les 2 hommes avaient trouvé un large renfoncement de roche à l'abri du vent, un peu plus loin à l'extrémité de l'anse aux phoques. On y déménagea la cargaison du Neptune, vivres, barriques, armes, poudre, voiles, outils
cordages, coudrons, fer et bois de charpente, matériel de cuisine. Autour de la grotte, on éleva un mur de galets pourvu d'un avant-toit. Il faudrait réussir à faire vivre une centaine d'hommes dans ce réduit sans confort pendant tout un hiver. Vidé de sa matière vivante, le Neptune se retrouva prisonnier des glaces, couvert d'un linceul immaculé de la proue à la poupe et jusqu'aux pointes des mâts. D'innombrables stalactites pendaient aux vergues comme des rangées de larmes, ce qui donnait la désagréable impression qu'il était frappé de deuil ou de chagrin. Il n'y avait plus qu'à espérer que sa coque résisterait aux pressions de la glace exercées sur le bordé, les étançons, les membrures, bref, sur l'ensemble de sa pauvre carcasse tout entière, enchâssée dans cet étau. Parfois, il poussait de vrais gémissements, ponctués de craquements qui faisaient sursauter comme des explosions de bois sec. Et chacun de ces bruits passait dans la moelle des marins, désormais à terre, comme la menace d'un trait de scie ou d'un coup de marteau, donné depuis l'intérieur de leur crâne. Jamais l'expression coque de noix n'avait été aussi juste pour décrire la fragilité d'un navire, car il suffirait au piège qui l'enfermait de resserrer d'un ou deux crans ses terribles mâchoires pour le faire éclater. Une nuit, on vit se lever au centre d'une croix étincelante la lune toute ronde, entourée d'un double halo lumineux. À chaque intersection des anneaux et de la croix se répétait une image de l'astre blanc qui semblait ainsi couronner plusieurs fois de ses propres reflets. Juste devant l'apparition, les mâts du Neptune se dressaient, tous scintillants de givre. Bien des marins y virent un mauvais présage, et plusieurs, pris d'une sorte de frayeur surnaturelle, se signèrent en marmonnant une prière pour chasser de leur esprit le mirage de leur brave Neptune, soudain transformé en vaisseau fantôme. Fin du chapitre 13, Angèle l'Indien blanc de François Place. Et n'oubliez pas de vous abonner, merci.